de 5 ans renouvelables tout en permettant aux acteurs de la transition de briguer des mandats électifs. Telles sont les aspirations profondes du peuple malien. La charte de la transition modifiée a été promulguée le 8 juillet dernier par le président de la transition, chef de l'État. La charte modifiée s'inscrit également dans un modèle de la Confédération des États du Sahel, AES. La révalorisation des rémunérations dans la fonction publique, le gouvernement honore un engagement détaillé dans le plan d'action du pacte de stabilité sociale et de croissance signé le 25 août 2023. Le décret a été pris en Conseil des ministres le mercredi dernier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. La charte de la transition modifiée a été promulguée le 8 juillet dernier par le président de la transition, chef de l'État. Comme modification majeure, la charte instaure une transition de 5 ans renouvelable tout en permettant aux acteurs de la transition de briguer des mandats électifs. Aspiration profonde du peuple malien, la charte modifiée s'inscrit également dans un modèle de la Confédération des États du Sahel, AES. Rappelons que c'est le 3 juillet dernier que le Conseil national de transition a délibéré et adopter la charte de transition révisée. Le décryptage de la charte de transition avec Garbo Pérou et Siri Kibalo. Promulguée le 8 juillet 2025 par le chef de l'État, la nouvelle mouture de la charte de la transition se présente désormais comme la boussole politique et institutionnelle. Révisée et enrichie, elle porte les marques d'une volonté de replacer la République sur les rails de l'ordre constitutionnel et cela dans le respect de sa souveraineté et de sa dignité retrouvée. Elle a été modifiée une première fois, cette charte, promulguée le 25 février 2022 et elle vient de subir une deuxième révision promulguée le 8 juillet 2025. Cette charte, elle est l'émanation du peuple souverain du Mali dans le cadre des différentes concertations populaires. C'est la manifestation de la souveraineté populaire qui a donné naissance, bien entendu, à cette charte lors des concertations nationales tenues au Mali en septembre 2020. Ce document est le fruit d'une concertation nationale et d'un dialogue approfondi avec les forces vives du pays. Il incarne une vision, un engagement, un pacte renouvelé entre les institutions de la transition et le peuple malien. Aujourd'hui, le contexte a voulu que la charte soit modifiée pour prendre en charge l'évolution politique actuelle. Parce que vous savez que depuis le 22 juillet 2023, le Mali a basculé dans la 4e République. Et la charte qui était à l'époque adossée à la constitution de la 3e République devait forcément muter pour s'adosser à cette constitution de la 4e République. Et c'est ce qui a été fait. Parmi les amendements, l'article 1er, jusqu'ici préambulaire, a été réformulé et fusionné à celui de la Constitution, conférant ainsi à la charte une portée juridique. D'autres articles, notamment les articles 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 22, 25 et 26, ont fait l'objet de modifications substantielles. Dans la charte de 2020, vous avez un préambule qui avait été écrit par les forces vives de la nation et ces mêmes forces vives de la nation ont décidé à ce que les deux préambules et de la Constitution et de la charte s'évalent et se confondent. Donc c'est ce qui a été fait. Du préambule aux 10 articles qui ont été touchés, le but était de concorder la charte avec la Constitution. L'article 4, dans sa nouvelle version, ouvre la voie à une flexibilité politique. La durée de la transition pourra être écourtée si les conditions à l'organisation d'une élection présidentielle sont réunies. Une clause d'adaptabilité qui témoigne d'une volonté d'ancrer la transition dans la réalité politique et sociale. L'article 4 fixe la durée de la transition désormais à 5 ans, renouvelable autant de fois que nécessaire jusqu'à la pacification bien entendu, du territoire national. Cet article fait aussi l'objet de beaucoup de discussions et de débats dans les différents forats. Les gens ont écrit, même dans les journaux, que le président de la transition s'est octroyé un mandat de 5 ans. Il n'en est rien. Cet article ne parle nullement du président de la transition. Cet article parle de la durée de la transition qui a été fixée à 5 ans et renouvelable autant de fois que nécessaire jusqu'à la pacification du territoire national. Ce n'est pas vrai aussi de dire qu'on va passer 5 ans dans la transition, parce que dans 1 an, dans 2 ans, peut-être même dans quelques mois, ce pays pourra connaître une amélioration notoire en matière de sécurité. Et il appartiendra aux autorités de la transition à ce moment de fixer un calendrier pour les élections à venir. Mais c'est l'article 9 qui introduit la rupture la plus significative. Le président de la transition devient désormais éligible à l'élection présidentielle ainsi qu'aux autres scrutins généraux. L'article 9 qui, dans la charte de 2020,
modifiée en 2022 stipulait de façon expresse que le président de la transition ne pouvait pas participer aux élections marquant la fin de la transition et que cette disposition n'était pas révisable. Vous savez que lorsqu'une disposition est dite intangible et qu'on ne peut pas la toucher, ça voudrait dire que le constituant dérivé que nous sommes ne peut pas apporter de modifications possibles. L'initiative de cette révision de la charte n'est pas du président, ni des membres du CNT. C'est une initiative qui émane des forces vives de la nation qui sont à l'origine de sa rédaction, bien entendu, en 2020. Et donc, lorsque les forces vives de la nation qui ont créé la charte, qui ont rédigé la charte, reviennent pour dire que des dispositions qu'on a mises dans la charte, nous souhaitons, bien entendu, revenir sur cette décision. Effectivement, le président de la transition qui émane de cette charte, tout comme les conseils nationaux de la transition qui émanent de la charte, ne peuvent rien faire d'autre que, bien sûr, d'aller dans ce sens. C'est ce qu'on appelle un processus lié en matière juridique. Le processus est dit lié une fois que l'entité qui est à l'origine du texte majeur est la même qui nous demande à nous d'aller dans tel ou tel autre sens. C'est ce qui a été fait. L'article 13, quant à lui, repense la structuration de l'organe législatif de la transition dans une logique de rationalisation et d'efficacité, tandis que l'article 25 affirme l'harmonie entre la charte et la constitution, écartant toute contradiction juridique entre les deux textes fondateurs. L'article 13 qui est de la charte, qui aujourd'hui non seulement retrace les compétences du Conseil national de transition, mais cet article 13 reprend la composition du Conseil national de transition sur proposition du président du Conseil national de transition. Ce n'était pas le cas dans, bien sûr, la charte de 2020 et modifiée en 2022. Et l'article 25, qui est aussi important dans la charte et de 2020 et modifiée en 2022, vous avez vu bien sûr qu'on avait dit, article 25, qu'en cas de contrariété, c'est la Constitution qui l'emporte sur la charte. Cette fois-ci, ça a été dit. Mais en 2020 et en 2022, il était bien dit qu'en cas de contrariété entre la charte et la Constitution, c'est la charte qui l'emportait. Notons cependant que la charte demeure silencieuse sur la question des entités spécifiques du paysage de la transition. Vous avez désormais dans la nouvelle charte promulguée, on ne fait plus mention du CNSP, on ne fait plus mention du M5 RFP, on ne fait plus mention des partis politiques, on ne fait plus mention des groupes armés. Voilà 4 entités dont on ne fait plus mention. Cette charte est l'œuvre des forces vives de la nation. Et donc, nous ne pouvons pas poser d'actes au-delà de ce que les forces vives de la nation nous demandent de faire. C'est quasiment impossible. En vigueur depuis le 8 juin 2025, cette charte révisée ne saurait être réduite à une formalité administrative. Elle cristallise les aspirations collectives à une refondation politique. Elle est le reflet d'une transition qui, tout en étant résolument tournée vers l'avenir, n'oublie pas les leçons du passé. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires. Le gouvernement vient d'honorer un engagement d'État et cela conformément au point 32.9 du plan d'action du pacte de stabilité sociale de croissance signé le 25 août 2023 entre les partenaires sociaux et le patronat. Il s'agit de la révalorisation des rémunérations dans la fonction publique. Un décret a été pris en Conseil des ministres mercredi dernier dans ce sens. Le point avec Boubacar Bablé Touré. À partir du 1er janvier 2026, les fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales devront constater une légère augmentation sur leur salaire de base. Cet engagement du gouvernement s'est traduit par l'adoption d'un décret portant majoration des traitements indiciaires. Par cet acte, le gouvernement traduit en acte concret sa volonté de respecter ses engagements dans le cadre du pacte de stabilité sociale et de croissance signé le 25 août 2023. Cette majoration s'étend sur 2030 avec une incidence de plus de 103 milliards de francs CFA. En clair, de 400 francs, la valeur indiciaire passe désormais à 470 sur 500 recommandés par les partenaires sociaux. De février à maintenant, une longue période de discussion qui nous a conduit effectivement à la majoration de la valeur indiciaire qui était de 400 francs depuis janvier 2017 et on l'a amené dans le cadre de ce décret-là à 470, échelonné comme suit. Une majoration de 5,5% pour compter du 1er janvier 2026, ce qui fait 22 francs. Donc la valeur indiciaire va quitter 400 pour être à 422 francs CFA et à compter du 1er janvier 2026.
Ensuite, il y a eu 5,5% pour compter du 1er janvier 2028, ce qui fait encore 22 francs d'augmentation, donc ce qui va nous ramener à 444 francs à compter du 1er janvier 2028. Ensuite, il y a une dernière majoration qui est de 6,5%, donc à compter du 1er janvier 2030, ce qui fait 26 francs. Donc, si on ajoute aux 444, on est à 470 francs de majoration. Donc voilà l'effort exceptionnel qui a été fait par le gouvernement, donc à la suite de ces négociations. Un effort du gouvernement salué et apprécié par les partenaires sociaux qui voient en cette décision comme une volonté de l'État à maintenir un climat de stabilité sociale au sein du monde des travailleurs. L'idéal était qu'on ait vraiment 500. Mais compte tenu de tout ce qu'il y a comme difficulté, la situation économique, la situation sécuritaire au niveau du pays, nous avons dit, nous sommes des patriotes, donc finalement on a accepté les 470. Voilà, ça c'est une réalité aujourd'hui. Je profite de l'occasion quand même pour remercier en premier le premier responsable, le président de la transition, chef de l'État, et ensuite les ministres signataires du pacte de stabilité, le ministre de l'économie et des finances et celui de la fonction publique. Nous avons noté les augmentations prévues. À l'analyse de la situation socio-économique, même sécuritaire du pays, j'estime qu'il y a eu un effort. Il y a eu un effort et qu'en tant que travailleur, faisant partie de l'ensemble de cette population malienne qui porte ce projet, disons, de souveraineté, surtout de paix et de sécurité. Je pense qu'on peut estimer que le gouvernement a exécuté une part de sa partition dans l'exécution du pacte de stabilité. Parce que la valorisation quand même de la valeur indiciaire a été demandée, sollicitée par le travailleur, eu égard à la cherté de la vie. Et je pense aujourd'hui ce qui est fait, c'est un effort de la part du gouvernement, un effort qui doit être salué, qui connaît la situation politique et la situation sécuritaire du pays, que le gouvernement s'engage là-dedans. C'est vraiment la constante des efforts. Ce pas de progression, nous avons demandé plus que ça, mais nous sommes tombés d'accord sur ça parce qu'en face de nous, nous avions des interlocuteurs valables et consciencieux. Voilà la raison pour laquelle nous prenons ça. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à demander à l'horizon 2030 parce que c'est un pas de progression. Aujourd'hui, c'est 5,5% au 1er janvier. Il est donné un peu en retard, c'est pas grave, nous savons pourquoi. Horizon 2028, 5,5. Et horizon 2030, 6,5. Alors, pour quelqu'un qui est honnête, tu ne peux pas dire qu'on n'est pas sur le chemin de satisfaire les travailleurs. Un grand pas est certes franchi, reconnaissent les partenaires sociaux, mais toutefois, beaucoup reste à faire pour la stabilité totale des travailleurs. Nous dirons oui, c'est une satisfaction et dire encore que ce n'est pas encore fini. Nous sommes encore dans des négociations par rapport à d'autres aspects et que plus tard, en tout cas, les gens verront également les résultats. L'initiative vraiment du gouvernement à travers les ministres du travail de la fonction publique en ce qui concerne par exemple les questions d'indemnité, des départs à la retraite, qui depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été dans les statuts généraux des fonctionnaires. Pensons que ça sera une réalité, ça fera un point encore pour en tout cas les fonctionnaires qui ne bénéficient pas. Ceux qui sont régis par les codes du travail, oui, mais ceux qui sont régis par le statut général des fonctionnaires n'en bénéficient pas encore. Le pacte que nous avons signé avec le gouvernement et le patronat doit tenir compte, sinon tient compte, non seulement de la fonction publique, mais aussi du secteur privé. Il est temps pour le gouvernement, en relation avec le Conseil national du patronat de Mali, examine
les possibilités d'améliorer aussi, disons, ceux des conventionneurs et de l'État et du secteur privé. Le gouvernement reconnaît l'énormité des défis, mais s'engage à maintenir cette dynamique de collaboration et invite par la même occasion les partenaires sociaux à accompagner le gouvernement dans le cadre de la stabilité du pays. Il convient aussi de saluer l'ensemble des travailleurs pour leur résilience et leur patience, parce que le pacte a été conclu pour 5 ans. Et parmi les actions, l'une des actions phares, c'est vraiment la valeur indiciaire. L'autre action phare, c'est vraiment l'extinction des PV de conciliation. Et nous sommes là-dessus pour qu'on puisse effectivement respecter ces engagements qui tiennent tant aux partenaires sociaux. Donc c'est l'occasion aussi de les remercier pour leur patriotisme et leur résilience. Le gouvernement et ses partenaires ont donc instauré un cadre de concertation permanente afin d'évaluer les doléances et apporter des réponses appropriées à la satisfaction des différentes parties signataires du pacte de stabilité sociale et de croissance. Autre point de l'actualité, fin du forum de partage de connaissances et de bonnes pratiques en matière de lutte contre les effets des changements climatiques. La rencontre de 3 jours organisée par l'ONG Corps Merci Corps a permis de renforcer la résilience des acteurs face aux effets des changements climatiques, des pratiques que les participants s'apprêtent à restituer pour une prise en compte globale au niveau des communautés de base, nous dit Batraoré. C'est pour contribuer à apporter une réponse aux effets des changements climatiques que le JAS, Programme Justice et Stabilité au Sahel, a été lancé en 2021. Il s'appuie sur 3 volets essentiels: la gouvernance foncière, la résilience communautaire et la cohésion sociale. Nous accompagnons les communautés à adopter des techniques et des pratiques pour récupérer les sols qui s'appauvrissent, mais aussi pour être à mesure d'utiliser des techniques culturelles sensibles au conflit, au climat aussi, et donc pour améliorer leur rendement en utilisant le moins de ressources possible. Ce forum ne se limite pas à l'exposition des réalisations de JAS ou de ses partenaires. Il est pensé comme un acte de dialogue et d'ouverture, un espace de rencontre entre institutions, acteurs de la résilience et de la paix, communautés et chercheurs dédiés à la recherche des réponses concrètes à nos défis communs. Le partenaire financier du programme JAS apprécie les résultats et se montre toujours disponible à accompagner les acteurs. Le Royaume-Uni croit profondément à l'importance du leadership local, de l'inclusion et de l'approche fondée sur les preuves pour faire avancer la justice climatique et renforcer la résilience des communautés. Le programme Justice et Stabilité au Sahel répond à la vision du département en charge de l'environnement, dont le représentant rassure de son soutien. Je réaffirme l'engagement de mon département à soutenir toutes les initiatives qui renforcent la résilience locale, consolident la paix et promeuvent une justice environnementale effective. Faisons de ce forum un espace d'intelligence collective, de co-construction des solutions et de réaffirmation de notre ambition commune, celle de bâtir un Sahel plus stable, plus vert et plus solidaire. Le programme Justice et Stabilité au Sahel, qui couvre les régions de Koulikoro, Ségou, San et Koutiala, met l'accent sur l'approche intégrée en favorisant le dialogue communautaire et la valorisation des savoirs locaux. La gestion efficace et efficiente des frontières, la thématique, est au centre d'une session de 3 jours dans la capitale du Bani Mounouché. Il s'agit de la dissémination et la validation du rapport des études menées dans les villages frontaliers des cercles de Kadjana et de Fakola. On en sait plus avec Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayo. La région de Bougouni, comme d'autres régions frontalières du Mali, est confrontée à d'énormes défis sécuritaires, éducatifs et hydrauliques. Pour relever ces défis, la Direction nationale des frontières mène depuis le mois d'avril dernier des études dans les cercles de Kadjana et de Fakola. Il s'agira de faire l'état des lieux des infrastructures sociaux de base. L'étude intègre aussi les aspects liés à la gestion de conflits. Quels sont les mécanismes, quelles sont les structures, les cadres endogènes aussi bien que formels qui traitent ces questions-là
sur nos espaces transfrontaliers. Cet atelier organisé par la Direction nationale des frontières qui regroupe l'ensemble des acteurs intervenant dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique a pour objectif de valider le rapport des études menées par la Direction nationale des frontières dans les 19 villages des 4 communes du cercle de Fakola et de Kadjana. L'étude que nous validons aujourd'hui est un jalon essentiel. Elle fournit des données utiles pour orienter les décisions sur les infrastructures à réhabiliter, tout en intégrant les dynamiques de prévention et de gestion des conflits. Dans un contexte régional souvent marqué par des défis sécuritaires, économiques et sociaux, il est indispensable de disposer d'un diagnostic précis et partagé pour orienter nos interventions de manière cohérente et durable. C'est ensemble que nous pourrons enrichir, ajuster et valider les recommandations formulées afin qu'elles soient pertinentes et réalistes et porteuses d'impact. À l'issue des travaux de la journée, une panoplie de recommandations a été formulée pour enrichir le rapport avant de procéder à sa validation par les participants. Le collectif des amis du général d'armée Assimi Goïta a initié une journée de reboisement jeudi dans l'enceinte de l'ancien abattoir de Koulikoro où se trouve le site de Nyanankoulou. Une initiative qui s'inscrit dans le prolongement de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Cette action vise à inviter les uns et les autres à s'inscrire dans la dynamique de protection de l'environnement. Reportage signé Adama Traoré. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. C'est pourquoi, après la plantation, il s'agit de porter une attention particulière à l'action entreprise afin que cet adage puisse atteindre son objectif. Pour cela, le premier magistrat de la commune urbaine de Koulikoro exhorte les uns et les autres à prêter un regard considérable à cette réalisation. Donc, je demande à la population de Koulikoro de prendre soin de ces arbres. Les initiateurs de cette journée de reboisement souhaitent étendre cet élan vers d'autres cercles de la région de Koulikoro. Cette activité que nous réalisons aujourd'hui répond parfaitement aux préoccupations de la quinzaine de l'environnement initiée par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Pour cela, l'option majeure et retenue est de faire de telle sorte qu'il y a des débats fructueux, de continuer de faire des sensibilisations et des plaidoyers pour le reboisement dans toutes les secteurs de la région de Koulikoro. L'activité a été rendue possible grâce au concours de la Direction régionale des eaux et forêts de Koulikoro. Environ 200 plants, mais nous avons surtout privilégié les essences locales. Ici, dans cette espèce, on a du néré, on a du baobab, on a du seba pentadra, autrement dit le fromager, on a du caïcédra. Nous avons donné la priorité à ces arbres qui sont des espèces de valeur très importantes et qui revêtent un caractère culturel très important pour nous ici. Et surtout, dans un endroit comme le Nyanankoulou, un site touristique culturel, il n'y a pas mieux que ça, quoi. Le gouverneur de la région de Koulikoro a apprécié l'initiative. Nous sémons des graines d'espoir pour les générations futures. Chaque arbre que nous mettons en terre est un pas de plus vers une région de Koulikoro plus verte, plus saine et plus résiliente. Je tiens à remercier chaleureusement tous les organisateurs de cet événement, notamment le collectif des amis du général d'armée Assimi Goïta. Je rappelle que votre dévouement et votre passion pour la cause environnementale sont un exemple à suivre. Le colonel Sanoko a été le premier à planter les siens. Un exemple qui a été suivi par les autres participants. Page noire, dans ce journal, à Allah nous appartenons, à Allah nous retournons. Oui, le monde de la communication en général et l'ORTM en particulier est en deuil. Notre collègue Idrissa Ouedraogo, dit Titi Fresh, agent de saisie au niveau du prompteur à Ouattara 1, nous a quittés. Le décès est survenu ce samedi 12 juillet 2025. Titi avait le secret de se rendre utile pour les autres, surtout au moment de grande spiritualité, le mois de Ramadan. Il rendait agréable la rupture de jeûne à l'ORTM. Les obsèques de Idrissa Ouedraogo, dit Titi Fresh, auront lieu cet après-midi à partir de 16h à Dar es Salaam. Puis Allah l'accueille dans son paradis. Merci, dans un paix, chers collègues. C'est la fin de ce journal. Merci et à très vite sur ORTM.